Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Élodie est créatrice d'herbiers, de bijoux, avec des fleurs qu'elle cultive elle-même ou qu'elle ramasse dans la nature auvergnate. Elle avait pourtant fait tout comme il fallait. Elle était devenue fonctionnaire et elle faisait la fierté de ses parents. Pourtant, elle a compris que sa santé mentale devenait plus importante que sa santé financière. Elle a donc décidé de se lancer à 100% dans son activité. On écoute son histoire. Bonjour Élodie. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Super, ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Donc moi c'est Élodie, la fondatrice de Mes Petites Fleurs d'Auvergne. Je suis sur Clermont-Ferrand, mon atelier est sur Clermont-Ferrand et j'ai aussi, donc je suis en couple et maman d'une petite fille de 4 ans. Ok, j'ai l'impression que tout le monde te connaît à Clermont. Je sais pas, c'est une illusion ou pas ? On va dire que j'ai beaucoup axé ma petite entreprise sur la communication, parce que la communication c'est ce que je savais faire et que ça doit être une des raisons qui fait que les gens me connaissent et que j'ai réussi à me faire une petite renommée sur les réseaux sociaux. C'est bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme études et ton parcours professionnel avant Mes Petites Fleurs d'Auvergne ? À la base, je savais pas trop ce que j'allais vouloir faire, donc je suis partie en fac d'anglais. J'ai bifurqué vers un master de communication. Et après, j'ai travaillé dans la communication pendant de longues années. Ok. Est-ce que tu as aimé ce que tu faisais ? Oui, j'ai beaucoup aimé la communication parce qu'il y a quand même un aspect créatif. J'ai quand même le milieu du salariat, ça a toujours été compliqué. J'étais aussi dans la fonction publique et je trouvais que les prises de décision étaient longues. La partie donnée à la créativité et aux idées était assez pauvre et on était assez peu écoutés. Donc il y avait, j'ai quand même beaucoup appris, mais j'ai aussi vécu beaucoup de frustration. Ouais, t'es pas la première à me dire ça. Quel a été le déclic pour entreprendre ? Passer de la communication à des herbiers en fleurs, des bijoux en fleurs, c'est quoi ? Comment on passe de l'un à l'autre ? Alors, il n'y a pas eu un vrai déclic du jour au lendemain, ça a vraiment été progressif. Il y a eu une pandémie. Ah ouais ? Ah oui, c'est vrai. Ça a joué je crois, sur l'avenir professionnel de beaucoup de gens, en fait. Ouais. J'habitais en hypercentre de Clermont-Ferrand, j'étais en télétravail avec un enfant à la maison, enfin, c'était une période quand même vraiment compliquée. Donc en hyper-centre-ville, pas d'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Donc la nature me manquait énormément. J'étais avec mon petit bout, donc on allait faire des tours, notre balade d'1 heure autorisée quotidienne, on allait faire des tours en ville. Et du coup, on glanait un petit trèfle, une petite pâquerette sur les bouts de trottoir, quoi, ce qu'on pouvait trouver. Et puis, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y avait pas grand-chose. Et c'était quand même l'époque des cerisiers en fleurs, donc on en piquait un dans les arbres, voilà, puis on ramenait notre petit butin à la maison. Et du coup, avec ma fille, on a commencé à les faire sécher, à les montrer comment on peut les mettre dans des livres. Ouais. Et du coup, c'est devenu un rituel et on a commencé à avoir un sacré butin, quoi, de fleurs pressées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en faire de ces jolies fleurs ? Et je me suis dit, si on les mettait sur une feuille, et puis j'ai commencé un peu à composer des choses et c'était super beau, et du coup je me suis mis à faire mes premiers tableaux comme ça. Là, c'est ton esprit créatif qui parlait. Ouais, voilà, complètement. Et donc c'est venu vraiment comme ça. Pour le coup, donc je fais des bijoux aussi. Les bijoux, j'avais déjà vu sur un marché à La Rochelle, quelqu'un qui mettait des toutes petites fleurs dans de la résine colorée, et j'avais trouvé ça super. Et je me suis dit, si j'essayais moi, et puis j'ai vu qu'il existait de la résine transparente, je me suis dit, ouais, mais c'est génial ça, et voilà, et du coup j'ai essayé, je m'y suis mise, et là pour le coup ça a été très compliqué, parce que la résine c'est quand même
c'est quand même technique, c'est quand même un procédé chimique et j'ai beaucoup galéré, essayé, repris, recommencé, raté, voilà. Tout ça, c'était pendant le confinement, toujours? Tout ça, c'était non, enfin oui, les premiers essais, c'était pendant le confinement. Après, à la sortie du confinement, j'ai un peu continué, mais vraiment pas du tout dans l'idée d'en faire un métier. C'est les copains, copines, en voyant ce que je faisais, qui me disaient « Ah, mais c'est chouette, mais moi aussi j'en voudrais un pour chez moi, et tu pourrais pas me faire un bijou de ceci, un bijou de cela ?» Et je faisais, mais ça m'était toujours pas venu à l'idée de me lancer à mon compte dessus, quoi. Et à quel moment alors l'idée t'est venue? Après, je me suis dit, il y a un moment, il faut quand même que je fasse ça dans les règles de l'art. J'ai ouvert une boutique sur Etsy et je me suis dit, ça serait quand même bien que j'ai un numéro de sirette. Et donc, c'est là que j'ai créé une micro-entreprise, mais toujours... Jamais je me suis dit je quitte mon emploi salarié. Parce que tu te plaisais dans ton emploi salarié? Non, je me plaisais pas dans mon emploi salarié, mais pour moi c'était tellement utopique de se dire je vais vivre des fleurs que ça m'effleurait même pas l'esprit, que ça a commencé à faire son chemin, que ça pouvait être une activité annexe, voilà. Donc d'où la boutique Etsy, d'où le numéro de sirette, et puis après c'est petit à petit que je me suis rendu compte que ça marchait bien. Enfin, il y a eu les marchés de Noël, quand tout s'était annulé à cause de la pandémie, mais du coup la vente en ligne a hyper bien fonctionné. Du coup, j'y arrivais plus entre mon activité de fleurs et mon activité de communication. Donc j'ai commencé à passer à 80%. Ah, t'as quand même... D'accord, t'as eu une première étape. Ouais, j'ai eu une... C'est marrant parce que j'ai un peu le même parcours, effectivement. Mon activité annexe devenait un petit peu trop moins annexe. Je me reconnais un peu dans ce que tu dis, ouais. Ouais, je trouve que c'est assez sécurisant. Enfin, c'est quand même... ça fait moins peur que de se jeter dans le bain tout de suite. Enfin, même si je pensais vraiment jamais arriver à me mettre à mon compte... Donc, aller de 80%, je suis passée à 60% et ça suffisait toujours pas. Et puis, voyant qu'en étant toujours à 60% salarié, je commençais à... c'était pas un salaire que je me faisais, mais je me disais, si je suis à 100%, tu peux faire un petit salaire, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai posé une première fois... disons que c'est une disponibilité, parce que moi j'étais dans la fonction publique, une demande de dispo, juste avant la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin a été une catastrophe. Moi je m'attendais à ce que la Saint-Valentin ça marche super bien, parce qu'à Noël ça avait hyper bien marché. Je me suis dit tous les amoureux ils vont vouloir offrir un petit bijou en fleurs à leurs amoureuses. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'est que en fait mes clients sont des clientes. Sur mes statistiques Instagram, j'ai 96% de femmes. Donc j'ai quand même eu quelques ventes parce qu'il y a quelques copines qui ont fait un appel du pied à leurs copains. C'est la Saint-Valentin, regarde, ça c'est beau. Mais c'était vraiment... Donc là, du coup, je me suis dit, ah non, mais en fait, s'il y a que Noël qui marche, c'est pas possible, je peux pas... Ouais, là, ça t'a mis un petit cran d'arrêt. Et donc j'ai rétro-pédalé, je suis allée voir mon employeur et j'ai dit, en fait, je peux reprendre ma lettre. C'est pas trop tard. Et j'ai repris ma lettre. T'as repris ta lettre de dispo. De dispo, ouais. D'accord. J'ai repris ma lettre de dispo et derrière il y a eu la fête des mères et la fête des mères ça a hyper bien marché et là du coup j'ai refait ma demande de dispo et celle-là je l'ai laissée. Et là ton chef il s'est dit mais c'est quoi cette girouette? Un peu, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a quand même un gros besoin de sécurité et c'était ultra... Et ça passe par l'argent, évidemment. Et ça passe par l'argent. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai privilégié ma santé financière sur ma santé mentale, en fait. Ah ouais. Et petit à petit, ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, mais petit à petit, je me suis dit... la santé financière, c'est bien, mais la santé mentale, c'est mieux. C'est mieux, ouais, tu m'étonnes. Alors... Du coup, comment a réagi ton entourage quand tu as posé cette première dispo? Donc, avec mon conjoint, c'était quand même... on en avait bien discuté. Au début, il était très très frileux parce que lui aussi a un gros besoin de sécurité. Mais voyant comment j'étais mal dans mon boulot salarié... ça n'a pas duré longtemps en fait. Il a vu lui aussi que le potentiel que ça avait, que ce que je proposais c'était dans l'air du temps. Et donc j'ai très très vite eu son soutien. Par contre mes parents
professeurs, C'est toujours la même voilà, fonctionnaires, voilà, leur fille était fonctionnaire, ils étaient fiers d'avoir une fille fonctionnaire et c'était, enfin, du coup, ils avaient assuré le fait que leur fille, elle connaîtrait jamais le chômage, jamais les difficultés financières, et pour eux, c'était une source de soulagement, quoi. Donc, on dit, mais t'es sûre, mais quand même, mais tu pourrais pas juste faire ça à mi-temps et garder un mi-temps, non, t'es sûre. Et après, à un moment, je dis, mais vous voyez bien que je suis pas heureuse là, je suis pas heureuse, donc non. Et puis oui, le boulot, on y passe toutes ces journées, quoi. On y passe toutes ces journées, voilà. Et donc l'argument de je suis pas heureuse, ça quelque part, ça leur a fait un peu un électrochoc et ils se sont mis à, enfin, ils m'ont soutenu et parce qu'au début, comme je disais, je vivais en hypercentre, je n'avais pas de jardin. Donc du coup, c'est chez mes parents que j'ai fait mon jardin. Ils m'ont mis à dispo un petit lopin de terre et ma mère entretenait mes fleurs parce que j'ai vu que c'était à Thiers, donc pas juste à côté de Clermont. Je pouvais pas y aller quotidiennement, donc c'était même ma mère qui entretenait mes fleurs, enlevait les mauvaises herbes et les arrosait quand elles avaient besoin. Donc j'ai quand même eu un gros soutien de la part de ma maman là-dessus. Après cette première dispo, alors comment tu la vis cette dispo d'ailleurs ? Je la vis bien en fait, parce que je vois que ça marche bien. Ce que je vis pas bien, c'est le fait d'être frustrée par le manque de temps que j'ai à consacrer à mon entreprise en fait, et aussi je me mets limite en burn-out de charge de travail quoi, parce que entre mon boulot salarié, parce que je passe à 60%, mais c'est pas pour autant qu'on m'enlève des missions à mon boulot. D'accord, ok. Voilà. Parce que, alors, on récapitule quand même, la dispo, c'était pas un 100% dans ton entreprise, c'était vraiment 60%. Ah oui, ça s'appelle aussi une dispo. D'accord, oui, ok. Pardon. Mais oui, après, la demande de dispo à 100%, non, je l'ai bien vécu parce qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision, je crois qu'elle était mûrie. J'avais besoin de faire ce rétropédalage en fait, je crois. De y aller, de rétropédaler, de repartir. Et c'est fou, on a exactement la même histoire. Ouais. Et non, en fait, depuis que je me suis lancée à 100%, j'ai jamais douté et c'est énormément d'investissement. Je travaille 2 fois plus qu'avant pour gagner 2 fois moins qu'avant, mais jamais je retournerai en arrière. En fait, je suis 2 fois plus heureuse, donc ça n'a pas de prix, quoi. Est-ce que aujourd'hui tu es toujours en dispo ou est-ce que tu es totalement déchargée de ton emploi ? Je suis toujours en dispo et pour le coup, je peux la prolonger jusqu'aux 12 ans de ma fille, donc qui a 4 ans aujourd'hui. Donc d'accord. J'ai encore 8 ans pour prendre la décision de démissionner de la fonction publique. Et dans 8 ans, tu peux y retourner si tu en as envie. Dans 8 ans, je peux y retourner ou démissionner de la fonction publique. D'accord. C'est ça. Tu nous as parlé un peu de difficultés, notamment cette peur financière. Est-ce que tu as été confrontée à d'autres problématiques, peurs ? Oui, enfin je suis je suis une bonne communicante, mais une mauvaise commerciale. Je suis pas du tout à l'aise dans le fait de négocier, tout ce qu'il faut faire au niveau des points de vente, aller démarcher des points de vente, négocier, tout ça, c'était un peu ma peur et au début j'étais très mauvaise, donc j'ai appris, mais le truc de faire le marchand de tapis, il y a un peu un côté marchand de tapis et je suis pas du tout à l'aise avec ça, donc mais bon voilà, j'apprends petit à petit quoi. Et après les grosses difficultés que j'ai actuellement, mais ça c'est pas forcément lié au lancement d'entreprise, mais c'est lié à toute la problématique de la créativité, c'est d'être copié. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à vivre, parce que j'ai l'impression qu'on me prend un bout de moi, en fait. Ah oui, je comprends tout à fait. Ça doit être assez horrible de voir quelqu'un... Et puis avoir du succès avec ta copie en plus, ça doit être encore pire, quoi. Oui, c'est vrai que j'essaye de relativiser en me disant, bon, quelque part, si t'es copié, c'est que ce que tu fais, c'est bien et ça plaît, mais... ouais, mais non, ça on se le dit, mais ça rentre pas. Il y a eu tellement de tests, d'échecs derrière, et c'est vrai que je communique beaucoup sur Instagram, sur les coulisses, sur comment je fais, donc...
Oui, mais c'est ça qui plaît aussi. Ouais, c'est ça qui plaît aussi, mais du coup, Et oui, ça donne des idées. ça donne des idées. Voilà. Après voilà, il y a de la concurrence et ça, c'est normal d'avoir de la concurrence, mais les gens vraiment qui copient, que je vois des gens qui font exactement la même chose que moi, alors que moi, j'ai fait j'ai eu je ne sais combien d'échecs avant d'arriver à ce résultat-là, ça m'atteint vraiment personnellement et j'ai vraiment du mal à passer à autre chose en fait, quoi. C'est un peu le truc sur lequel il faut que je progresse au quotidien, c'est qu'il faut que j'arrive à ce que ça me touche moins, ce genre de. Je suis pas sûre que ça arrivera un jour en fait. Ouais, je sais pas non plus, je suis pas sûre non plus. Tu travaillais dans la com, donc j'imagine que tes expériences passées de salarié t'ont vachement aidé pour ton métier aujourd'hui. Oui, ça m'a énormément aidé, surtout que je me suis lancée en pleine période de pandémie, là où la plupart des créateurs vendaient sur des marchés de Noël. Ça c'était complètement à l'arrêt, les points de vente, les boutiques aussi. Donc il y avait vraiment que la vente en ligne et du coup moi les réseaux sociaux c'était quelque chose que je maîtrisais, savoir rédiger, prendre des belles photos, tout ça c'était quelque chose que je savais faire, donc ça m'a énormément aidé et j'ai même bénéficié de cette période de pandémie parce que vu que ma force moi c'était la communication, et j'ai su me démarquer sur la vente en ligne par rapport à d'autres qui ont été confrontés à devoir se lancer dans la vente en ligne du jour au lendemain sans rien y connaître en com. Donc moi ça a vraiment été un atout, mes compétences en communication dans le lancement de mon entreprise, et aujourd'hui ça reste toujours ma force, tout ce qui est je dirais les 3/4 de mes clients viennent d'Instagram. Donc c'est aussi une faiblesse parce que le jour où Instagram ne marche plus ou est coupé ou je ne sais pas, c'est dramatique. C'est dramatique, voilà. Donc bon, j'essaye quand même d'être présente dans des boutiques, de faire quelques marchés, de me diversifier, mais quand même les 3/4 de mon chiffre d'affaires viennent d'Instagram. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quels produits tu proposes? On en a vaguement parlé, mais est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ce que tu proposes? Donc ce que je fais déjà, ce qui fait un peu ma force, c'est que je propose vraiment quelque chose de 100% local. Je cueille mes fleurs moi-même, je les fais sécher moi-même, je les cultive soit dans mon jardin, soit je les cueille dans la nature. Donc c'est pour ça que je m'appelle mes petites fleurs d'Auvergne, et les Auvergnats étant assez chauvins, c'est quelque chose qui plaît beaucoup du coup de savoir que la fleur elle a été cueillie à côté de chez eux. Et donc avec ces fleurs j'en fais donc soit des tableaux qui peuvent être soit on va dire figuratifs, je peux faire aussi bien une forme, j'ai fait des tableaux en forme de verre de vin, de diamant, de carte du monde, de puy-de-dôme, que des formes plus géométriques, toutes basiques, toutes simples, mais qui sont jolies, un cœur, un rond, voilà. Et des bijoux. Donc j'insère la fleur dans plusieurs couches de résine, et donc du coup je fais des bijoux avec des petites fleurs en inclusion, et j'ai plusieurs gammes, plusieurs collections. Et ce que je viens de lancer également comme produit, comme concept, qui je pense est unique en France, en tout cas j'ai vu personne qui faisait la même chose que moi, c'est que je propose de récupérer les bouquets de mariés après les mariages, de faire sécher les fleurs et de les transformer en tableaux et en bijoux. Voilà, donc pour l'instant c'est très timide parce que ma communauté n'est pas du tout orientée mariage, ma communauté Instagram, donc j'essaye de travailler là-dessus en faisant des partenariats un peu avec le milieu du mariage. Mais je pense que l'idée peut plaire. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être tout de suite et qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Moi, ce que j'entendais souvent, c'est l'entrepreneuriat, on l'a dans le sang, on l'a dans les veines, c'est inné. Et moi, c'était un gros frein en fait au fait de me lancer en me disant non mais moi j'ai pas du tout ça dans mes veines, du tout. Et en fait, moi je suis pas forcément d'accord. Si on sent une passion, si on sent quelque chose qui nous anime, faut essayer quoi. Alors disons que en prenant un minimum de sécurité, mais la sécurité c'est bien, mais la santé mentale c'est
vachement plus important que la sécurité financière. Donc voilà, une fille qui voudrait se lancer aujourd'hui et ouais, qui a peur d'être pas l'entrepreneuse parfaite et de pas avoir dans son sang, c'est pas pour autant que tu n'y arriveras pas, parce que la passion t'animera et les compétences qui te manquent, ça s'acquiert en fait. C'est sûr. Tu fais partie du réseau depuis un petit moment déjà. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte énormément, ne serait-ce que dans ma décision de me lancer. Moi j'ai fait mes premières soirées les filles pile dans le moment où j'étais dans la problématique de est-ce que je crée une micro-entreprise ou pas, on parlait pas du tout de se lancer à 100% encore à ce moment-là. Et le fait de rencontrer d'autres filles créatrices qui avaient eu le même parcours, les mêmes interrogations, en fait, je me suis dit c'est peut-être à ma portée, quoi. Alors que je pense que j'aurais pas été à ces soirées-là, je serais restée. Voilà, le fait de pas avoir rencontré des filles qui avaient le même parcours que celui que j'avais envie de faire, j'aurais pas osé franchir le pas. Ouais. Donc ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu ce réseau-là, je suis pas sûre que j'y serais allée, ouais. Ouais, notamment, ça aurait été vachement dommage quand même. Alexia des petites carottes, j'ai beaucoup échangé avec elle parce qu'elle avait un an ou 2 ans de plus que toi, que moi sur voilà, elle avait traversé les mêmes interrogations et de voir que elle y était arrivée, je me suis dit peut-être que pourquoi pas moi, ouais, voilà, c'est ça. Donc et puis aujourd'hui le réseau c'est une force, quoi, de voir, il y a des hauts, il y a des bas et de pas vivre toute seule avec ses bas, parce que c'est les phases de haut c'est bien, c'est pas forcément le moment où on a besoin d'être entouré, mais les phases de bas on a vraiment besoin d'être entouré, et de pouvoir discuter, de partager nos problématiques et de se sentir comprise, c'est hyper enrichissant en fait. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Oser et oser, voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!